c'est très important l'explication qu'apporte Junior Abena sur la compréhension des relations sur le plan économique. Tout à fait. Donc, nous sommes ici dans le domaine de la diplomatie et j'expliquais tout à l'heure le mécanisme qui amène les chefs d'État, les personnalités à être des chefs d'État au Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays qui est très complexe. D'abord, c'est une fédération. Donc, vous voyez, c'est des États fédérés. Et tout ce que vous voyez là aujourd'hui, tous ces chefs d'État, que ce soit des généraux, le Obasanjo et tout ça, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont été fabriqués. C'est une élite qui a été toujours fabriquée par l'impérialisme néocolonial. Donc, c'est des gens qui ont bâti leur richesse, leur fortune à partir des puissances étrangères. Ce ne sont pas des gens... leur richesse n'est pas venue au hasard. Ce n'est pas comme on dit quelqu'un qui vendait des arachides qui est devenu riche. Non. C'est des gens qui ont été fabriqués. Ce sont des fabrications des Occidentaux. Donc, un monsieur comme Bola Tinubu, c'est le prototype même, c'est l'image même, c'est sous sa forme la plus aboutie de le résultat de ce que l'impérialisme occidental a fait en Afrique. Vous voyez un peu, que ce soit francophone ou anglophone, c'est la même chose. On a tous été colonisés par les Européens. Donc, comme j'étais en train de dire, ce monsieur-là, c'est-à-dire que l'élite nigérienne, c'est-à-dire que comme revenant au Cameroun, prenons un exemple. Ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un marché qu'on appelle le Kanyabasi, qui est en dominance des commerçants de la société nigérienne, qui viennent du Nigeria. S'il y a environ 500 boutiques ou 1000 boutiques au Kanyabasi, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus de 5 propriétaires de ces boutiques. Tous ces gars qui travaillent pour une seule personne pratiquement. Donc il y a des seigneurs de l'économie au Nigeria qui sont là et ils emploient des jeunes. Tous ces jeunes sont à leur sort de son. Tu vois, un jeune, il sort du village, on le finance, on le donne tout, mais il est complètement assujetti à un patron, même s'il devient un homme d'affaires demain, il sait que son seigneur, c'est monsieur tel. Donc voilà pourquoi la jeunesse, quand il y a un mot d'ordre, lorsque cette élite-là donne un mot d'ordre, les jeunes s'alignent sans regarder. Parce qu'eux, ils voient l'intérêt qui gagne derrière ces patères-là, cette élite-là. Donc c'est comme ça au Nigeria. Donc le cas Nigeria, c'est un cas spécifique. Parce que c'est des hommes d'affaires qui fabriquent les jeunes. Et les jeunes sont derrière les hommes d'affaires. Et quand ils donnent le mot d'ordre, on les suit. Il y a également un monsieur qui a parlé de la guerre de Biafra. Il faut rappeler que le Cameroun, à l'époque d'Ahidjo, n'était pas d'accord pour cette guerre de Biafra. Le Cameroun, le président Ahidjo avait épargné même cette guerre. Il avait refusé que les bases... C'est même pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bases militaires au Cameroun. Françaises, parce que la France voulait faire du Cameroun une base arrière pour attaquer le Biafra, toujours par rapport à ces problèmes de gisement, l'exploitation du pétrole. Voilà pourquoi les Français voulaient absolument démanteler ces Biafrais qui exigeaient, parce qu'ils voulaient une quote-part dans l'exploitation pétrolière. On les a tués, on les a massacrés, on les a bombardés, on les a réduits au silence. Et puis Total Elf et tout ça que vous connaissez s'est installé. Donc c'est pour vous dire, et ça, on parle comme ça d'il y a 50 ans, hein, la guerre de Biafra, plus de 50 ans, donc, plus de 40 ans autant pour moi, 40, 45 ans, voilà. Donc c'est pas aujourd'hui. Tous ces gens-là sont là depuis des années. Et je suis un peu gêné. J'ai vu le monsieur qui a parlé de la Côte d'Ivoire. Moi, on n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire ici. Nous apprécions le décollage économique et tous les efforts que M. Ouattara a mis en place avec ses amis du FMI et puis les institutions de Bretton Woods qui lui font confiance et qui veulent même qu'il se représente. Bon, c'est la démocratie qui prime et le peuple ivoirien est libre de voter, de continuer à le soutenir s'il trouve que le pays a une croissance et que c'est convenable aux besoins des Ivoiriens. Mais nous ici, nous sommes dans le cas spécifique du Nigeria. Et je peux vous dire qu'il faut avoir une lecture froide. Qu'on n'aime pas, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais comme il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'on voit M. Tinubu est content de voir Macron, mais vous voulez qu'il soit comment fâché? Il ne peut pas être fâché, il peut qu'être content parce que lui-même c'est un homme d'affaires. Et quand il part en France, il n'est pas seul. Il ramène d'autres hommes d'affaires. Je peux vous dire, un monsieur comme Dangote a été financé entièrement par les ressources de l'État du Nigeria. C'est l'État du Nigeria qui fabrique Dangote. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti Esmilo. C'est parce qu'il y a une politique au Nigeria pour fabriquer de l'élite. Et Dangote fait partie. Et je peux vous dire que si vous voyez le Nigeria tout faire pour avoir des accords avec la France, c'est parce qu'il y a eu des évaluations du Naira récemment. Vous savez, il y a eu des mouvements d'humeur au Nigeria, il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Parce que la crise est arrivée lorsqu'on a dépressé le Naira et les Nigériens se sont retrouvés avec la famine, ils n'avaient plus acheter, ils n'avaient plus rien faire.
On a même augmenté le prix, on a enlevé toutes les subventions du pétrole et tout. Le Nigeria est dans les problèmes. Donc, c'est un couloir. Peut-être au niveau de la France, on les a promis qu'on va relever le niveau du Naira, on va faire ça, un certain nombre de choses. Je vous dis que la France est dans une campagne de séduction. Et le Nigeria ne peut pas partir s'il ne gagne rien. Quelque part, quand ils vont, c'est parce qu'eux aussi peuvent tirer profit. Relever le niveau du Naira qui était très bas. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en liste, la mise en place des banques, la mise en place des structures, et tout ça qui fait que l'économie du Nigeria, qui ne peut pas être une économie restée enfermée, enclos, c'est une économie qui se diversifie. Vous ne pouvez pas être fort et dire que vous êtes seulement fort pour vous. Vous êtes obligé de vous ouvrir au monde, d'avoir des partenaires. Vous voyez un peu, de divertir. Il faut avoir un partenariat diversifié pour pouvoir être sûr qu'on a avec le Nigeria, on a avec la Chine, on a avec peut-être les pays du BRICS de ce côté. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas rester enfermé et dire qu'on veut rester panafricain. Non, non, non. Si vous faites ça, vous n'avancez pas. Les autres vont venir, ils vont vous verrouiller et puis vous ne pouvez plus rien faire. Parce que lorsque l'usine de raffinage de Dangote a été mise en place au Nigeria, je peux vous dire que M. Dangote a eu tous les problèmes du monde. Et même au niveau mondial, on ne voulait pas, il y avait un embargo pratiquement par rapport à son carburant, qu'on ne voulait pas que ça soit exporté. Donc tout ça vient peut-être résoudre. Parce qu'il ne faut pas regarder seulement l'aspect, beaucoup voient l'aspect que pourquoi le Nigeria, pourquoi non. Chaque chef d'État défend d'abord les intérêts de sa nation, comme que Ka a dit tout à l'heure, et il défend les intérêts de ceux qui l'ont mis là, de ceux qui l'ont voté. Donc nous, on ne peut pas danser plus vite que eux. Plus que le Nigeria voit les intérêts qu'ils ont. Ils ont une monnaie qui est faible, le Naira est très faible. Ils ont une unité de raffinage de pétrole qui est en train de concurrencer le marché mondial. C'est-à-dire que toutes les grandes firmes internationales qui distribuent le pétrole dans toute la côte africaine. Vous voyez que le Nigeria est en train de prendre une part de marché importante. Du coup, on les verrouille un peu partout. Il faut trouver des mécanismes pour essayer d'être plus flexible et permettre que l'économie du Nigeria aussi puisse être un peu plus parce que le Nigeria, je crois qu'en 2022, était classé la plus grande, la meilleure économie africaine. Hein. En 2022, ils sont descendus, je crois que c'est l'Afrique du Sud maintenant, ou le Maroc, quelque chose comme ça. Ils sont 4e maintenant. Vous voyez qu'ils ont descendu. En 2022, ils étaient au top niveau. Donc que le Nigeria descend comme ça veut dire qu'il y a des forces, des puissances internationales qui essayent de les détruire, de les conditionner, de les ramener à la plus simple expression. Et s'il n'y a pas des hommes d'affaires puissants, avec une politique puissante d'engagement et d'interaction avec les autres, vous tombez très bas. Et il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas ici pour dire qu'on aime beaucoup l'Afrique, on aime beaucoup tout. Non, nous aimons tous l'Afrique. Mais là, nous sommes dans le cadre des affaires, le cadre des partenariats. Et ça ne rigole pas parce que l'argent vient de partout. Ce n'est pas seulement l'argent des Nigériens. Il y a aussi, quand Dangote fait une industrie comme celle-là, l'argent vient de partout. Il y a des actifs qui viennent de partout, de plusieurs pays, pour subventionner ou bien pour actionner son affaire. Donc, ce n'est pas une histoire qu'on aime l'Afrique, on n'aime pas le Nigeria, on n'aime pas les chefs d'État, mais c'est une affaire où, à un moment donné, quand on parle du monde globalisé, là, la globalisation, c'est aussi ça l'enjeu. Connaître, gérer les partenariats, et gérer et anticiper sur l'avenir. Parce que si vous n'anticipez pas, vous restez en arrière, et puis quand ça arrive, ça vous retrouve, vous êtes écoulé complètement.